Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, qui a marqué l'histoire par sa beauté, son intelligence et ses amours, qui était-elle vraiment? Comment a-t-elle régné sur l'Égypte? Quelles ont été ses relations avec les Romains? Comment est-elle morte? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ à Alexandrie, la capitale de l'Égypte. Elle appartient à la dynastie des Lagides, une famille grecque qui a pris le pouvoir en Égypte après la mort d'Alexandre le Grand. Son nom signifie « la gloire du Père » en grec. Elle est la fille de Ptolémée XII, surnommée Olette, ce qui veut dire « le joueur de flûte » et d'une mère inconnue. Elle a 3 sœurs, Bérénice, Arsinoé et Cléopâtre VI, et 2 frères, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Cléopâtre reçoit une éducation soignée. Elle apprend le grec et la langue officielle de sa dynastie, mais aussi l'égyptien, ce qui est rare pour une reine lagide. Elle parle aussi plusieurs autres langues, comme l'arabe, l'hébreu ou l'éthiopien. Elle s'intéresse à la culture, à la philosophie, à la littérature et aux sciences. Elle est aussi initiée aux mystères religieux égyptiens. L'Égypte de Cléopâtre est un royaume prospère et fertile, grâce aux îles qui assurent des récoltes abondantes. C'est aussi un carrefour culturel et commercial entre l'Orient et l'Occident, mais c'est aussi un royaume menacé par les ambitions de Rome, qui cherche à étendre son empire. En 51 avant Jésus-Christ, le père de Cléopâtre meurt. Il laisse un testament qui désigne comme héritier Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII, qui n'a que 10 ans. Ils doivent se marier selon la coutume égyptienne et régner ensemble. Mais très vite, les tensions apparaissent entre les deux souverains. Ptolémée XIII, manipulé par ses conseillers, qui veulent écarter Cléopâtre du pouvoir, provoque une révolte populaire contre elle et la chasse d'Alexandrie. Cléopâtre se réfugie en Syrie avec son armée fidèle. Elle prépare sa reconquête du trône. Elle profite de l'arrivée en Égypte d'un personnage clé, Jules César, le général romain qui vient de vaincre son rival Pompée dans une guerre civile. César se rend à Alexandrie pour réclamer le remboursement des dettes que Ptolémée XII avait contractées auprès de Rome. Il se retrouve au milieu du conflit entre Cléopâtre et Ptolémée XIII. Cléopâtre décide alors de séduire César pour obtenir son soutien. Selon la légende, elle se fait introduire dans le palais royal en se cachant dans un tapis qu'elle offre en cadeau à César. Elle lui dévoile son visage et lui expose sa situation. César est charmé par sa beauté et son intelligence, il accepte de l'aider à reprendre le pouvoir. César déclenche une guerre contre Ptolémée XIII et ses alliés. Il assiège le palais royal où il se trouve avec Cléopâtre. Il doit faire face à plusieurs attaques des Égyptiens, dont une qui manque de lui coûter la vie. Il réussit finalement à vaincre les forces de Ptolémée XIII, qui se noie dans le Nil en essayant de fuir. Cléopâtre devient alors la seule reine d'Égypte. Elle épouse son autre frère, Ptolémée XIV, qui n'a que 13 ans, pour respecter la tradition, mais c'est elle qui détient le pouvoir. Cléopâtre donne naissance à un fils de César qu'elle nomme Césarion, ce qui veut dire « petit César ». Elle espère ainsi assurer la succession de son royaume et de celui de Rome. Elle accompagne César à Rome, où il est accueilli en triomphe, mais elle n'est pas bien vue par les Romains, qui la considèrent comme une étrangère et une rivale. En 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné par un groupe de sénateurs qui craignent qu'il ne devienne un tyran. Cléopâtre rentre en Égypte avec son fils. Après la mort de César, le pouvoir à Rome est partagé entre 3 hommes, Octave, le fils adoptif de César, Marc-Antoine, le fidèle lieutenant de César, et Lépide, le grand pontife. Ils forment le second triumvirat, mais ils sont en rivalité pour le contrôle des territoires romains. En 41 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine convoque Cléopâtre à Tarse, en Asie mineure, pour lui demander des comptes sur son attitude pendant la guerre civile qui a opposé Octave et Brutus, l'un des assassins de César. Cléopâtre se rend à Tarse avec une flotte somptueuse. Elle apparaît sur un bateau doré, vêtue comme la déesse, et charme Marc-Antoine par sa splendeur et sa conversation. Marc-Antoine tombe amoureux d'elle et l'invite à passer l'hiver avec lui à Alexandrie. Ils vivent une idylle passionnée, se livrant à des fêtes et des jeux extravagants. Ils fondent une société secrète appelée l'Ordre des Inimitables. Ils ont 3 enfants, 2 jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélène, et un garçon, Ptolémée Philadelphe. Marc-Antoine doit cependant retourner à Rome pour régler ses affaires politiques. Il épouse Octavie, la sœur d'Octave, pour sceller leur alliance, mais il ne renonce pas à Cléopâtre. Il lui rend visite régulièrement en Égypte, lui accorde de nombreux territoires et lui donne le titre de reine des rois. Il reconnaît aussi Césarion comme le fils légitime de César. Ces gestes provoquent la colère d'Octave,
qui voit en Cléopâtre une menace. Il accuse Marc-Antoine de trahir la République et de vouloir faire de l'Égypte le centre du monde. Il déclare la guerre à Cléopâtre en 32 avant Jésus-Christ. La guerre entre Octave et Cléopâtre se joue sur mer et sur terre. En 31 avant Jésus-Christ, les deux armées se rencontrent à Actium, en Grèce. La bataille navale tourne à l'avantage d'Octave grâce à son habile amiral, Agrippa. Cléopâtre et Marc-Antoine s'enfuient avec leurs navires vers l'Égypte. Octave les poursuit et assiège Alexandrie, espérant capturer Cléopâtre vivant pour la faire défiler dans son triomphe. Il propose à Marc-Antoine de se rendre en échange de sa vie, mais Marc-Antoine refuse de trahir sa bien-aimée. Cléopâtre se réfugie dans son mausolée avec ses trésors. Elle fait croire à Marc-Antoine qu'elle s'est suicidée. Désespéré, Marc-Antoine se plante son épée dans le ventre, mais il apprend que Cléopâtre est encore vivante. Il se fait transporter jusqu'au mausolée de Cléopâtre et meurt dans ses bras. Cléopâtre lui fait des funérailles dignes d'un roi. Elle tente ensuite de négocier avec Octave, qui lui envoie son émissaire Proculeius, mais elle se méfie de ses intentions. Elle craint qu'il ne la capture et ne la traite comme une prisonnière. Cléopâtre décide alors de se donner la mort. Selon la légende, elle se fait apporter un panier de figues dans lequel se cache un aspic, un serpent venimeux. Elle se fait mordre au sein par le reptile et meurt paisiblement. Ses deux servantes, Hira et Charmion, se suicident à leur tour. Octave prend la mort de Cléopâtre avec déception. Il fait embaumer son corps et l'enterre avec Marc-Antoine dans un tombeau secret. Il fait exécuter Césarion, le fils de Cléopâtre et de César, pour éliminer tout rival potentiel. Il épargne les 3 autres enfants de Cléopâtre et Marc-Antoine, qu'il ramène à Rome et confie à sa sœur Octavie. Octave devient le maître absolu de Rome, il prend le nom d'Auguste et fonde l'Empire romain. L'Égypte devient une province romaine. La dynastie des Lagides s'étend avec Cléopâtre. C'est avec un mélange d'audace et de finesse que Cléopâtre s'est fait une place dans les annales de l'histoire, gravant son nom parmi les femmes les plus mémorables et captivantes que le monde ait jamais connues. Au fil des siècles, elle a maintenu l'Égypte avec une poigne de fer, agissant avec clairvoyance et bravoure, ce qui la distingue de ses contemporains. Un amour partagé avec 2 des plus grands hommes de leur époque, César et Marc-Antoine, ne faisait qu'ajouter à son aura de mystère. Elle était une guerrière, une reine. Qui a résisté à la toute-puissante Rome pour préserver son royaume bien-aimé, illustrant le rêve d'une fusion entre l'Orient et l'Occident. Cléopâtre est depuis longtemps une muse pour les créateurs à travers les âges, suscitant l'inspiration chez d'innombrables écrivains, sculpteurs et cinéastes. Elle continue d'être un symbole perpétuel de la beauté, de la puissance et de la passion, transcendant les barrières du temps et de la culture. Et voilà, j'espère que ce voyage à travers l'histoire vous a tenu en haleine et que vous avez découvert des aspects inédits de la vie de Cléopâtre. La saga de Cléopâtre est une source inépuisable d'inspiration pour la civilisation africaine, un récit riche et multiforme qui touche à de nombreux aspects. Tout d'abord, elle était l'ultime reine de l'Égypte antique, un royaume d'une richesse culturelle, artistique, scientifique et religieuse inégalée, qui a laissé une empreinte indélébile sur le continent africain. Avec brio, elle a su préserver et perpétuer l'héritage des pharaons et des divinités égyptiennes, tout en s'ouvrant aux influences grecques et romaines. Elle était une femme forte, brillante et charismatique qui a régné sur un empire vaste et diversifié. Le lignage de Cléopâtre montre également son enracinement africain, les restes de sa sœur Arsinoé révèlent des caractéristiques africaines, indiquant que leur mère était probablement une africaine, peut-être du royaume rival de Nubie. Ainsi, Cléopâtre était une figure métissée, un reflet de la diversité ethnique et culturelle de l'Afrique. Cléopâtre n'était pas une simple observatrice de la scène politique internationale de son époque, mais un véritable acteur clé. Elle a tissé des liens stratégiques et amoureux avec 2 des plus grandes figures de l'époque, Jules César et Marc-Antoine, des alliances qui ont grandement influencé le destin de Rome et de l'Égypte. Elle a fait preuve d'une résistance tenace face à l'expansion romaine, luttant avec détermination pour conserver l'indépendance de son royaume. En tant que muse pour d'innombrables artistes, écrivains, peintres, sculpteurs et cinéastes, Cléopâtre a incarné et continue d'incarner l'image de la beauté, de la passion, du courage et du destin tragique. Elle est le visage du mythe de la femme fatale, séduisant et détruisant les hommes, et symbolise la collision entre les civilisations de l'Orient et de l'Occident. Enfin, Cléopâtre occupe une place de choix dans la culture africaine contemporaine. Des mouvements tels que le panafricanisme, le féminisme et l'anticolonialisme ont revendiqué son image comme une icône. Elle est célébrée comme une reine africaine qui a résisté à l'oppression romaine. Des personnalités africaines de renom,
comme Nelson Mandela ou Barack Obama, l'ont reconnue comme une ancêtre illustre. Cléopâtre est un phare qui illumine l'histoire africaine, une source d'inspiration et une figure emblématique dont l'héritage continue de résonner à travers les siècles. La vie de Cléopâtre, empreinte de drame, de triomphe et de détermination, nous offre une mine d'enseignements toujours pertinents à l'ère moderne. Tout d'abord, Cléopâtre nous montre que le pouvoir, bien qu'attrayant, est une épée à double tranchant. Elle a dirigé l'Égypte avec une poigne de fer dans un gant de velours, tout en faisant face à la menace constante de Rome assoiffée d'expansion. Grâce à sa diplomatie habile, son charme irrésistible et ses manœuvres stratégiques, elle a tissé des alliances avec Jules César et Marc-Antoine, mais n'a pas réussi à stopper la conquête d'Octave. De cette saga, on peut tirer la leçon de rester vigilant et intègre dans l'exercice de notre propre pouvoir, qu'il soit politique, économique ou social, tout en respectant le pouvoir des autres. Ensuite, la vie de Cléopâtre nous enseigne l'importance de maintenir notre image tout en restant capable de nous adapter aux changements de circonstances. Cléopâtre n'était pas seulement une beauté légendaire, elle était également connue pour son intelligence, son éloquence et sa générosité. Malgré la crainte et l'admiration qu'elle suscitait chez les hommes, elle s'adaptait à chaque situation. De là, nous pourrions être incités à renforcer notre confiance en nous, notre curiosité intellectuelle et notre adaptabilité, tout en restant authentiques. Enfin, Cléopâtre nous rappelle que notre identité est précieuse et multifacette. Elle était l'ultime reine de l'Égypte, dépositaire d'une civilisation millénaire, en même temps qu'une descendante d'une dynastie grecque, avec des origines africaines du côté maternel et des liens avec Rome par le biais de ses amants et de ses enfants. Ainsi, Cléopâtre était une mosaïque culturelle, assumant et célébrant son héritage diversifié. Cela nous invite à chérir notre propre identité, qu'elle soit culturelle, ethnique ou religieuse, tout en acceptant et en respectant celle des autres. Les leçons tirées de la vie de Cléopâtre sont autant de pépites de sagesse à adapter et à intégrer dans notre propre contexte moderne. Eh bien, cette aventure incroyablement passionnante à travers la vie de Cléopâtre vient de se terminer. Si cette petite escapade historique a piqué votre curiosité, alors mes amis, nous sommes sur la même longueur d'onde. J'espère que vous avez su profiter de chaque instant, chaque révélation, chaque mystère dévoilé. Avez-vous des réflexions, des interrogations ou même des anecdotes amusantes à partager sur notre chère Cléopâtre? J'attends avec impatience vos commentaires. C'est toujours un régal de lire vos impressions, d'échanger avec vous et d'apprendre de votre savoir. Et si vous êtes nouveau ici et que vous avez aimé notre balade à travers le temps, pensez à cliquer sur ce petit bouton d'abonnement. Vous rejoindrez ainsi notre communauté d'explorateurs passionnés d'histoire, toujours prêts à partir à la découverte de nouvelles pépites du passé. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intriguer ou émerveiller vos amis, n'hésitez pas à la partager avec eux. Qui sait, peut-être qu'ils seront aussi fascinés que vous par l'histoire de cette reine égyptienne. Allez, on se retrouve très bientôt pour une autre plongée dans l'histoire, où nous découvrirons ensemble les triomphes et les tragédies d'un autre personnage historique qui a marqué son temps. À très vite, les amis.